Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous et bienvenue au Café Presse Politique. Il est 18h et nous sommes bien sûr en direct sur Radio M. Radio M qui, je tiens à le préciser, se trouve à Alger. Ceci pour les auditeurs qui nous posent la question souvent. Ça se trouve même au cœur d'Alger. Nous sommes à quelques pas de la place Odin. Voilà, cette équivoque géographique levée. Maintenant, je peux accueillir mes invités. Bonsoir Akram Khaïf. Bonsoir. Bonsoir Al-Qadi Hassan. Bonsoir. Bonsoir Salim Masbah. Bonsoir. Bonsoir Saïd Jafar. Bonsoir. Abed Sharif, bonsoir. Bonsoir. Alors... Lui qui n'est pas d'Alger. Hein. C'est encore plus le terroir. Voilà. Alors Hassan, on va commencer. Il est encore temps. Tu peux. Dans une heure, je quitte l'émission pour aller au Gourbi. Voilà. Je pense que ça sera pour longtemps. En tout cas, on est très content de t'avoir avec nous ici, pas loin de la place Odin, à Radio M. Hassan, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine ? J'ai eu Bachir Daraïs, le réalisateur, au téléphone, complètement effondré. Le ministre de la Culture décidé définitivement d'empêcher la sortie de son film, le biotype sur Mohamed Al-Arbi Ben Mehdi. Il lui a demandé d'enlever 35 scènes pour que le film soit diffusé et distribué en Algérie. Le film fait 80 scènes. Voilà, allez comprendre quelque chose. Ça, c'est Mehdi. Non, le film est censuré. Le film est censuré, c'est une catastrophe. Ça dit, personne ne veut prendre la responsabilité de la publication, la diffusion de ce film qui a coûté 80 milliards de centimes aux contribuables algériens. Voilà. Akram, ton image ? Ils étaient 1 million. C'était impressionnant. Moi, je m'y attendais pas. Ils étaient 1 million à voir la vidéo de l'interview de Radio M de Adlan Mellah. Hein? Tu parles de l'entretien oui, l'entretien accordé à Linda Linda Abou et a Adlan dépassé le Mellah. million cette semaine, oui. Et, c'est une première pour Radio M. Hein, oui, mais bon, au-delà de ça, Adlan Mellah est en prison. Oui. Il est en prison, Donc, il est rappeler, en attente d'un procès. Le 18 Le 18, oui. C'est l'interview qui lui a coûté un retour en prison ? Non, il était dans Un attroupement. Ouais. Ouais. Ça montre quel type de journalisme il faut faire pour avoir du succès. Ah oui. Abed Sharif, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine ? La manière dont a été célébré le 11 décembre. Je dirais pas plus. Oui. Saïd Jafar. Béjaïa. Ah, ça aide. Alors, à Tous les deux, Béjaïa, tous les deux. non, à Béjaïa, Tous les deux. M. Chakib Khalil a pu organiser sa conférence et la Ligue des droits de l'homme, une des Ligues des droits de l'homme, je ne sais pas laquelle, n'a pas pu organiser une activité. C'est très révélateur de l'état des droits de l'homme en Algérie. Voilà. La mobilisation à Béjaïa pour C'est Vital aussi. C'est ton image Oui, c'est assez impressionnant quand même. C'est impressionnant, mais ça indique beaucoup de choses, quoi. C'est pas aussi évident que ça, quoi. J'espère qu'on va pas vers une régionalisation du conflit, quoi. Si on va vers ça, ça peut être très dangereux. que de belles images. Hein, oui, que de belles images. Bon, alors on va immédiatement... Il y avait quand même Google qui a honoré Beya aujourd'hui pour son 87e anniversaire. Oui. Ça, c'est une belle image, voilà. Oui. Une image positive de l'Algérie. Alors, dans cette première partie du Café Presse Politique, nous allons parler de l'idée du report de l'élection qui a été proposée par le président du MSP, Abdelrazak Moukri. Il essaye de faire gober cette idée en dépit du fait que ce soit clairement anticonstitutionnel.
Et on va aussi parler de l'idée de la tenue d'une conférence nationale à laquelle a appelé mercredi dernier Ammar Ghoul du parti de l'Alliance présidentielle TAJ. Alors, la presse a beaucoup parlé de ces deux initiatives qui se présentent toutes les deux comme une façon de résoudre la crise. Et souvent, les journalistes qui écrivent sur ces deux initiatives semblent confondre les deux initiatives comme une seule et même chose. Et pourtant, les deux initiatives ne sont pas du tout de même nature. La première, le report d'élections, est un acte anticonstitutionnel qui fera entrer l'Algérie dans une ère d'illégitimité de ses institutions. Alors, la semaine dernière, on a un peu évoqué ce report et la plupart des invités ici présents avaient un peu, émis de grosses réserves sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez après une semaine de matraquage de Abdelrazak Mokhri cette idée? Tu veux commencer, Céline? Je pense que c'est plus qu'une idée. Hein. Là, maintenant, c'est plus qu'une idée. Donc, c'est un projet. Ils sont coincés. Le 5e mandat, ça ne peut pas se faire dans les conditions actuelles avec la santé du président. Et donc, Mokhri. Je ne pense pas que Mokhri, cette initiative maintenant telle qu'il la remette sur le tapis, soit une initiative personnelle. Elle est aussi en accord avec la présidence. C'est pas voilà. Ce qui arrange la présidence, c'est que ce soit un parti de l'opposition qui fasse cette proposition-là et non pas un des partis de l'Alliance. Mais à mon avis, on est loin de l'idée, quoi. C'est un projet qui suit son cours. On est au-delà de l'idée maintenant. Je pense qu'on est passé à une autre étape. Akram, toi, tu semblais la semaine dernière être complètement affirmatif que ça ne pouvait pas se faire. Le report des élections était absolument une idée, quelque chose de farfelu. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as changé? Sembler complètement dans la même phrase, ça fait bizarre. Moi, je pense toujours que l'option du prolongement n'est pas tout à fait sérieuse. Elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse pour la simple raison que ce qu'ils n'ont pas pu faire en 5 ans, ils ne le feront pas en 1 année. Et que c'est une sorte, actuellement, c'est une sorte de mise sous pression des différentes parties qui sont en train de préparer l'après-président actuel. Et c'est juste un moyen d'ajouter de la pression et essayer de provoquer une décantation ou un retrait de certaines parties, ou un jeu d'alliance, ou une négociation de manière plus ou moins ouverte entre les différentes parties. Mais je ne vois pas pourquoi ils ajouteraient 2 années de plus, d'autant plus que rien ne dit que le président ne peut pas vivre 2 années de plus ou 3 années de plus. Oui. Reporter les élections, c'est vraiment ça veut dire qu'on... D'abord, c'est anticonstitutionnel et ça voudrait dire qu'on remet l'armée au devant de la scène politique, n'est-ce pas, Ihsan? Enfin, la dernière fois où c'était arrivé, c'était après l'arrêt du processus électoral et l'assassinat du président de l'État, Mohamed Boudiaf. On a été obligé d'aller au bout du mandat du HCE et d'organiser une conférence nationale pour trouver une autre solution. Au bout de la conférence nationale, avec la solution Bouteflika qui a capoté à la dernière minute, et puis Zaroual qui a été proposé président de l'État, pour ensuite rapidement organiser des élections présidentielles. Ça fait 25 ans que l'État vend l'idée d'une stabilité des institutions qui veut signifier qu'on est sorti de ce type de bricolage. C'est pour ça que je pense qu'on ne reviendra pas à ce type de bricolage. Par contre, il s'est passé un accident industriel grave. C'est qu'on était en train de marcher sur une feuille de route qui s'appelle le 5e mandat, qui est en train de prendre de l'eau, parce que visiblement, c'est plus possible, ou c'est en train de le devenir. Et il faut trouver une autre manière de se redéployer. L'autre manière de se redéployer, elle est tout de suite en face d'une crise. C'est le temps. Trouver une solution, il faut du temps. Et donc, on propose la conférence nationale, c'est à la fois pour acheter un peu de temps, mais c'est aussi pour trouver le cadre dans lequel on fera sortir la nouvelle proposition, la nouvelle solution. Il faut se rappeler que en janvier de 1995, il y a 2 mouvements. Il y a un mouvement, c'est la conférence nationale, c'est la devanture, c'est les partis politiques qui se mettent d'accord sur un consensus pour le public, pour l'opinion. Mais en arrière, la réunion au ministère de la Défense,
avec Bouteflika, Nazar et les autres, pour choisir le président, discuter des conditions, etc. Je pense qu'il va y avoir ce double mouvement. Il y aura un mouvement devant, c'est la conférence nationale, plus ou moins large, plus ou moins inclusive, avec ce que propose Tej, y compris peut-être certains partis de l'opposition. Et en arrière-plan, il y aura les décideurs qui vont venir proposer le casting. Sur la conférence nationale, il y aura un débat sur le fond. Ça sera quoi la feuille de route du nouveau président? Et à la fin, on nous proposera probablement une solution de rechange. Mais alors, le report des élections, c'est quoi dans cette lecture? C'est pour se donner du temps, c'est pour se donner le confort de faire une conférence nationale qui fonctionne, mais en même temps, il y a la Constitution. Je pense qu'il faut quand même évacuer l'idée de violation de la Constitution. On n'a pas hésité à le faire. On a ajouté 2 mandats de manière anticonstitutionnelle. On a voté de manière anticonstitutionnelle une nouvelle constitution, alors que ça devrait, en théorie, émaner du peuple. Donc il faut évacuer ça. Saïd. En fait, le problème du pouvoir, c'est que jusqu'à présent, ils n'ont pas de plan B. Contrairement à... il y a le papier de Hersen qui parle d'un plan B tout neuf. En fait, ils ont toujours fonctionné sans plan B. Le seul plan qu'ils avaient, c'est Bouteflika. Aujourd'hui, la question... moi, j'ai toujours dit que ce qui peut faire déraper le 5e mandat, c'est uniquement l'état de santé de Bouteflika. Aujourd'hui, on reste toujours dans cet inconnu. Contrairement à ce qu'on peut dire, on ne sait pas si Bouteflika est totalement incapable de faire le minimum là pour aller chez Medelsi, faire formellement acte de candidature. On n'est pas... Du coup, on reste... Les gens ont tendance à attendre l'échéance du 31 décembre avec la loi de finances. Est-ce qu'il va venir la signer Et donc on est en train de faire une sorte de météo du régime, mais un régime qui est vraiment dans une impasse parce ils ont tellement enfermé le pays dans une seule option et qu'ils n'ont pas d'autre. Et sortir de la Constitution ne sera pas aussi facile qu'on le croit. Parce que parce que faire un discours comme quoi l'Algérie, c'est un pays où il y a de la justice indépendante, où il y a un parlement, où il y a des partis, ça peut passer. Mais passer outre une échéance qui est fixée par la Constitution, c'est, à mon avis, beaucoup plus compliqué. Et c'est une première dans l'histoire. Hein. Si jamais la présidentielle n'a pas lieu, ce sera une première dans l'histoire du pays. Abed. Non, je crois qu'il y a un problème psychologique et politique à franchir. Et on a des pays on a un pays qui est supposé avoir une constitution, un parlement, donc des pouvoirs séparés. Mais nous savons qu'il n'y a pas d'état de droit. Il y a juste un écueil psychologique à franchir. On n'est plus en République. Si on admet l'idée qu'on n'est plus en République, l'idée de prolongation sous une forme ou une autre devient banale. Et là, on y est. Alors, il y a un précédent qu'on oublie un petit peu. On oublie un détail dans ce qui s'est passé après l'arrêt des élections de 92. C'est que le HCE avait un mandat jusqu'au 31 décembre 93. Alors, c'est des détails dont je me rappelle très bien. Monsieur Reda Melek, Allah yarhamou, était président du CNT. Il était membre du HCE. Il est passé à la télé le 22 décembre 93, le 22 décembre, donc moins de 10 jours avant la fin du mandat du HCE. Il a dit, le HCE verra son mandat finir le 31 décembre, il est hors de question que ça change. Le lendemain matin, il y a eu un communiqué prolongeant le mandat du HCE d'1 mois. Donc, M. Reda Melek était membre du HCE, il ne savait pas ce qui se faisait au HCE. Ça montre où se prend la décision. Et donc, à partir du moment où on sort de la règle constitutionnelle, ça y est, on peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, il faut juste admettre qu'on n'est plus en République. Et donc, on est face à un autre système, à un autre fonctionnement qui est totalement différent. Alors, je vais encore prendre 1 minute pour rappeler une lettre dont on a parlé, la lettre du président Bouteflika envoyée avec le séminaire à Oran sur le Coran. Quel était le mot qui revenait le plus dans cette lettre ? Fidélité. Il appelait les gens
à être fidèle à la parole qu'ils lui ont donnée. C'est-à-dire qu'il reste président jusqu'à la fin de sa vie. Pour moi, c'est la lecture évidente de cette lettre. Et donc là, on est dans une situation où on se demande si on pourra faire le minimum de formalisme pour le 5e mandat ou pas. Visiblement, et là encore, je rappelle la déclaration de Bernard Bajolet sur un président qui est au bout du rouleau. Et donc, on se demande si il ne faut pas partir sur une autre hypothèse. Donc, on passe outre la Constitution et on organise quelque chose. Et donc, on sonde le terrain, conférence nationale, on prolonge, etc. Là, c'est en train... ça se fera. Le président Bouteflika restera jusqu'à la fin de sa vie. Alors, contrairement à tout ce qu'on a dit, jusque-là, je pense que l'éviction du général Toufik, c'est il a été éjecté parce qu'il est sorti de ce pacte. Ça n'a rien à voir avec les clans, le rapport de force, où là, ils pouvaient s'entendre. Aujourd'hui, au sein du pouvoir, au sein de tous les cercles qui sont au pouvoir, il y a un accord sur cette idée-là. Le président de Bouteflika reste jusqu'au bout. Il se trouve qu'il y a un problème sur le comment. Sur le comment, il faut régler. Donc, il tâtonne, voilà. Et on va parler tout à l'heure de l'opposition de M. Makri, de son parti, le MSP, de cette opposition-là qui joue un rôle extrêmement intéressant. Mais alors, en 92, c'était quand même un contexte un peu particulier. Quand même, il y avait toute la violence, etc., qui pouvait expliquer maintenant, ils ont aucune. Moi, je pense. Si on trouve une explication à un événement, on peut extrapoler et pousser un peu le bouchon comment ils pourraient justifier ça aujourd'hui, Abed? Ils n'ont pas à justifier. Ils n'ont pas à justifier. Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que nos commentateurs sur YouTube, notamment, nous font souvent le reproche de garder hors champ la stratégie des acteurs extérieurs vis-à-vis de l'Algérie. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est exactement ça. J'ai pas terminé ma phrase. Ils n'ont pas à justifier. Ils ont à se justifier vis-à-vis de l'extérieur, pas vis-à-vis des Algériens. Oui, alors là justement, alors il donnerait une image complètement exécrable. Il n'y a plus de légitimité institutionnelle. Il n'y a plus que l'armée qui est au devant de la scène. À partir du 4e mandat, le mot image a disparu. On n'en parle plus. Non, je pense que dans l'approche balance commodo incommodo, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, être infidèle à la parole donnée, enfin d'ailleurs, il faudrait vérifier si vraiment il s'agit de cela, mais en supposant, on va donner crédit à la lecture de Abd Sharaf, que c'est la fidélité jusqu'au bout de sa vie dans la fonction, qu'est-ce que ça va coûter? Et quand on fait la balance, le coût est particulièrement cher. On est dans un contexte où les moyens de l'État se sont raréfiés, le pétrole en 2019 va être flageolant, je parle du prix des cours, on ne va pas faire de politique de relance pendant très longtemps, on est dans le déficit pour la 5e année consécutive en 2019, et le regard de l'étranger, dans un contexte comme ça, on va redevenir comme demandeur de crédit dans 3-4 ans. On va redevenir sur le marché mondial pour lever de l'argent, pour financer le déficit. On est dans un contexte où on est obligé de faire plus que d'habitude attention aux formes. C'est vrai que jusqu'à maintenant, elles ont été piétinées de toute façon. Et maintenir 3, 4, 5, 6 mois de plus, je ne vais pas penser comme Farhat Ali qui m'a dit qu'il est capable de passer un pacte avec Azran et il restera 20 ans de plus. Je ne dirais pas ça, parce que ça, c'est les formules de Farhat Ali. Mais quelques mois de plus pour juste la parole donnée, ça me paraît difficile. Donc, moi, je pense qu'on est en train de sortir du 5e mandat. Et aussi parce que la situation intérieure, les gilets jaunes, ce qui s'est passé en France, ça ne peut pas ne pas parler du tout au régime algérien. C'est impossible. C'est impossible parce qu'on voit un pays qui il y a les corps intermédiaires, il y a les syndicats, il y a les associations, on n'interdit pas, on n'empêche pas la Ligue des droits de l'homme de tenir une conférence, etc. Et tout passe en dehors de tout ça. Et c'est la violence qui permet d'obtenir des résultats. Macron est obligé de lâcher 10 milliards de dollars là où il était en train de serrer. D'un coup, parce que le mouvement était insurrectionnel, il voulait rentrer, couper la tête pas du régent, dans le cas c'est le régent, mais en France c'est entre guillemets le roi de la République. Donc moi je pense que tous ces éléments-là vont jouer pour chercher une autre solution qui implique le respect de la Constitution à la date
d'avril 2019. Et à ce moment-là, Ça, c'est ton logiciel. à ce moment-là, En fait, Mais ils non. ont un logiciel qui fonctionne différemment. En fait, non, c'est même pas ça. à ce moment-là, ça pourrait être la tenue d'une conférence nationale dont parle Ammar Roul avant, dans les temps, comme ils ont fait en 95 la commission du dialogue. Mais pour arriver à la Mais même conclusion. non, pour avoir, comment il a appelé, il a dit une conférence nationale sous le patronage du président de la Donc, on est République, dans son mandat, qui bien réunirait tous les partenaires politiques, sociaux, économiques, patronat, société, etc., pour faire face à la situation et pour dégager un consensus. Donc, en fait, pour sortir un candidat. Non, ça c'est l'habillage. Non. C'est l'habillage pour justifier. Non, le fait que pour moi, c'est il a l'habillage. pas Je vous pose la question. D'accord, Non. voilà. Pour D'accord. moi, c'est l'habillage. Pas d'accord, Abed? Non, pas du tout. Il faut. Cette proposition émane de certaines personnes, de certains partis. Il faut voir quelle est leur logique à eux. Leur logique à eux, M. Makri comme M. Ammar Roul sont d'accord pour prolonger le mandat du président Bouteflika, pour prolonger, pour accepter le maintien du président Bouteflika sous une forme non constitutionnelle. Voilà, pour dire des choses. Mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est leur logique. Non, c'est pas Leur logique, c'est celle-là. La logique de Makri, c'est de donner du temps à l'opposition pour qu'elle puisse s'organiser et Miskin. puis qu'elle puisse Voilà. challenger la solution du régime. C'est ça la si tu raison penses ça, pour laquelle si tu il est, penses, c'est pas- si tu penses ça, Makri miskin ou t'es miskin. Soyons sérieux. Non, alors je moi, pense pas, je je pense voudrais que- revenir quand même sur ce que dit Hassan. Il est en train de supposer que le régime continue à avoir une certaine rationalité, où il y a des instances où les gens délibèrent autour de ce qui est bon, des gains. Ça n'existe plus. Il n'y a même plus de lieu de réflexion. Jusqu'à disons, au milieu des années 90, le DRS était le think tank du régime. Aujourd'hui, il n'y a plus de think tank. Il n'y a ni l'INES, même pas le CNES. Plus personne n'est en train de réfléchir. Et ils sont totalement dans l'idée de fidélité. Ils sont enfermés dans la loyauté à Bouteflika jusqu'au bout. Il n'y a pas d'autre option. C'est un piège. Mais ça arrive. Si Bouteflika, dans son état de santé, ne lui, ça y est, il est ce qu'il est, il l'ont n'est montré, plus l'état de possible. santé. Ils l'ont montré, D'accord. l'état de santé, Alors, le 1er novembre. Ils ont montré ça. qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Pourquoi ils seraient liés se comme sont ça? interdits. En 95, ils ont fait semblant, ils ont fait cette façade. Et ils ont mis leur candidat, c'était Yamin Zeroual. Ils l'ont mis et ensuite ils ont fait une élection le 16 novembre Non, 95. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de trouver une forme anticonstitutionnelle pour maintenir Bouteflika président jusqu'à la mort. C'est ça le... Pour moi, le problème qu'ils ont, c'est le packaging. C'est comment vendre l'idée. L'idée, c'est ça. Mais comment... Oui, l'idée de la prolongement. garder jusqu'à ad vitam. Ben oui, Makri dit, on est d'accord pour une année. Makri dit déjà, on est d'accord pour une année. Apparemment, la présidence veut 2 ans. Mais c'est tout. L'idée, c'est ça. C'est comment vendre une idée qui est anticonstitutionnelle et la faire passer. Donc, d'où la réunion d'un conseil national, de réunir tous les partis d'opposition. Voilà, et pour sortir avec cette conclusion qui est proposée par les partis d'opposition, les partis de l'Alliance, sorte de grand consortium des partis politiques pour dire on est d'accord, c'est bon pour l'étranger, en disant écoutez, voilà, tous les partis algériens sont d'accord pour que Bouteflika reste encore une année, 2 ans. Après, la négociation, elle est là. Pardon, bien sûr. Le seul bémol qu'on peut mettre, c'est que il peut y avoir une toute petite ouverture sous cette proposition, c'est de dire, ça me rappelle Kadhafi quand il s'est fait appeler roi des rois d'Afrique, l'histoire hadik. Bon, on sort complètement d'un contexte national, rationnel avec des institutions. On est dans un autre monde. Il y a peut-être une ouverture, c'est de dire le président Bouteflika reste, mais pour le reste, on peut discuter dans des institutions, dans des cadres informels, parce qu'il y a peut-être des urgences économiques ou là autre chose, ou là on peut en discuter, mais ça ne colle pas. On déconnecte
le poste du président du reste de la vie politique. Ça, c'est intéressant comme proposition, effectivement. C'est-à-dire, on vous laisse la présidence, mais on redistribue les 4 à l'Assemblée et au gouvernement. Voilà, mais, oui, ça bon, peut mais je pense que on voit qu'on accepte, c'est Gaït Salah et Tarta qui dictent les règles. Hein. C'est pas la société. En fait, ça renseigne réellement sur l'état du régime. Non, réellement. C'est-à-dire, on arrivait à penser comment violer la Constitution avec l'assentiment des partis, y compris de l'opposition. Ça, on est déjà... Là, on en a fait beaucoup trop. Je trouve que le CPP s'est transformé en think tank pour faire des propositions. J'évoquerai un dernier point, c'est que je pense que c'est l'idée du 4e mandat qui a fait basculer l'Algérie. Jusqu'à l'AVC du président Bouteflika, on va dire que certaines choses étaient jouables. Ça pouvait se défendre Samat ou à côté de la loi, ou il gère mal, etc. Mais il y avait des choses qui pouvaient se défendre. À partir du 4e mandat, on est passé dans l'indéfendable. On a franchi le Rubicon et à partir de là, les choses, ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Alors, Akram, toi, tu ne penses pas qu'il y a eu des candidatures qui pu être flottées ces derniers temps qui pourraient, j'insiste, je te pose la question. Par exemple, Belkhadem qui sort comme ça, qui revient au FLN, ou Yahya qui continue à avoir des problèmes dernièrement. Il vient de faire un communiqué pour démentir un article dans Al-Khabar, etc. Est-ce que ça c'est quelque chose de complètement pas plausible? Non, je pense que ça fait partie quand même de l'animation. Non, je pense que... C'est pour ça qu'on est là, c'est grâce à Belkhadoum, mais... Je pense que Ouihia ramène un petit peu toutes les tendances à la réalité, qui est que Ouihia est présidentiable. Qu'il représente un danger et qu'il peut brouiller les calculs aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il a ajouté à cette animation, il a ajouté au stress qui est en train de parcourir les différents clans. Donc, il y en a 2, ils sont connus, c'est pas la peine de rappeler qui ils sont. Mais je pense aussi que en dehors des problématiques de gestion directe ou de prolongement de mandat, il y a aussi la problématique de la succession. Et quand je dis la succession, je parle du départ des personnes qui devront partir. Il y a beaucoup de personnes qui devront partir. Parce qu'elles ont fait du mal, parce qu'elles ont participé à quelque chose, parce qu'elles ont occupé des places qui leur étaient indues. Et ces personnes-là vont devoir partir et ça se gère dès maintenant. Et ces personnes-là, ces groupes-là, sont en train de gérer leur départ, ils sont en train de planifier leur départ. Et ça influe aussi sur le timing et ça influe aussi sur ce qui va se passer les prochains mois. Oui, je suis assez d'accord sur ça dans le sens où en fait il y a 2 niveaux qui sont totalement différents. Il y a le passé qui se limite on va dire à l'époque Bouteflika. Mais en parallèle de tout ça, il y a le reste. Il y a les discussions ou les affrontements pour la succession. Et ça, c'est un volet qui est totalement différent. Il est presque déconnecté du sort du président Bouteflika. C'est pénible de parler de cette idée. Quand l'ère Bouteflika prendra fin, les cartes seront rebattues. Et donc, les gens essayent de se placer maintenant pour être, on va dire, dans le corps électoral qui sera là au moment de la succession, de désigner le successeur. Et ça, les acteurs qui joueront sur ce terrain-là, c'est pas Belkhadem, Amargoul, Hadou, ils n'ont aucun rôle. Ils ont un rôle
aujourd'hui un rôle d'animation. Ensuite, le rôle sera terminé. Mais c'est terminé. Dans la décision, ils n'auront aucun rôle. Ils vont essayer de se placer pour le reste, mais c'est autre chose. Ça sera autre chose. Je rappelle juste que en période de crise, quand il a fallu remplacer le président Chedli, on a ramené quelqu'un à qui personne n'a pensé. Ensuite, on a créé le mythe Zerouel et le personnage Zerouel. On en a fait un président. Et ensuite, la crise avec Zerouel, on a ramené le président Bouteflika. Ce sont les gens qui ont été choisis, n'ont absolument rien à voir avec la volonté populaire, avec la volonté des partis qui ont un certain enracinement. Où là, on leur a ramené des gens, on leur a dit habillez-le, ils l'ont habillé. Ni de la volonté internationale. Oui, c'est important. C'est important. Il y a cette marge de décision du système algérien qui a une autonomie par rapport à l'international. Je dis tu as réussi ton plan de table parce qu'il y a une aile droite de la table qui pense qu'on ira jusqu'au bout quoi qu'il arrive, et il y a une aile gauche de la table qui pense qu'il va se passer des choses qui feront que ça ne sera pas possible. Il y a déjà la scission. La scission, elle est là déjà. En 2 mots, il y a une triangulation du pouvoir algérien de post-guerre civile qui s'est constituée pendant la guerre civile, qui est présidence, état-major, service sécurité. Et les alliances ont bougé à chaque fois à l'intérieur de ce triangle. On se rappelle le deuxième mandat, Mohamed Lamari, le général chef d'état-major, était contre. Le général Toufiq a fait semblant d'être contre, mais il a fini par soutenir le deuxième mandat. Et il a participé à la chute de l'état-major, du chef d'état-major. Bien. Et cette triangulation, elle a bougé. Je ne vais pas refaire tous les détails. Ça a rendu plus puissant le général Toufiq à un moment donné. Et puis, quelqu'un qui s'appelle Ahmed Gaïd Saleh est arrivé à l'état-major. Personne ne lui prêtait de crédit parce que il avait un CV un peu compliqué. Et Tigane Tourine a tout changé. Tigane Tourine a affaibli le pôle dans la triangulation, le pôle service de sécurité. Ils ont raté une attaque qui a fait perdre des milliards de dollars à l'Algérie. Ils l'ont raté. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était le déclin. Jusqu'à la chute définitive du général Toufiq, avec Saïd Dani comme un des boucliers qui ont poussé. On a commencé le CPP. Le premier jour du CPP, c'était une déclaration de Saïd Dani. On n'était pas sûr que c'était sérieux, et c'était très sérieux. Bien. Le deuxième grand moment, c'est l'affaire de la cocaïne d'Oran. L'affaire de la cocaïne d'Oran a encore poussé l'avantage de Ahmed Gaïd Saleh. L'affaire de la cocaïne d'Oran a permis à Ahmed Gaïd Saleh de se débarrasser des généraux qui le gênaient pour qu'il soit réellement reconnu comme étant le patron de l'armée. Il y avait des généraux, la première région militaire, la deuxième région militaire, y compris chez lui dans la direction des finances, etc. Il a été en accord avec Toufiq, avec Saïd Bouteflika. On lui a glissé dans le lot des amis à lui, corrompus, parce qu'il ne pouvait pas éliminer que des amis du président. Et l'équilibre s'est rompu. La présidence a un peu perdu la main. C'est-à-dire dans le rapport de force, qui sont retrouvés face à face avec Ahmed Gaïd Saleh, ils ont, dans cette opération de main propre qui a succédé à la cocaïne d'Oran, celui qui est sorti le plus fort de cette histoire, c'est Ahmed Gaïd Saleh. Et aujourd'hui, nous sommes, et dans le CPP, ça a été toujours dit, notamment par Abd Sharif et Saïd Jafar, tout ça va se terminer, quand Bouteflika se terminera, il rendra le pouvoir à ceux qui les lui ont rendu. Et on est dans ce scénario. On est en train de remettre le pouvoir à ceux qui l'ont amené. C'est l'armée. Et dans l'armée, aujourd'hui, ce n'est plus sophistiqué comme c'était avant, avec un Labib El-Khair qui manage, avec des services qui managent, etc. C'est devenu quasiment un oligopole. C'est devenu quasiment un oligopole. Tout à l'heure, tu as cité 2 personnes qui vont décider. La deuxième, elle est hors champ. La deuxième, elle n'a même pas été capable de se faire obéir par Anis Rahman. Et je parle de Bachir Tatak. Bachir Tatak, symboliquement, il est mort sur la chaîne de Nahar quand son officier n'a pas pu obliger Anis Nahmani de lui envoyer un journaliste. Donc, on est dans un oligopole. Et aujourd'hui, de ce que moi je sais, de ce que je pressens, ça ne se passera. La fidélité, aller au-delà, etc., je ne le sens pas comme ça. Je pense que l'armée va reprendre la main et décider dans les échéances. Et la conférence nationale va participer à organiser les choses de sorte à ce que toutes les parties puissent donner un mot dans la succession. Voilà. Ouais. Moi, je suis d'accord que l'armée reprendra la main, mais après que Bouteflika soit parti. Tant qu'il est vivant, même s'il reste un peu de vie, le Gaïd Saleh continuera à être fidèle. Voilà. Le jour où il ne sera pas, l'armée, effectivement, incarnée par Gaïd Saleh, décidera. Non, ça serait trop long de répondre, mais
Et c'est la fin de la première partie, oui. de toute manière. Anis Rahmani, Ammar Ghoul, penser que c'est des acteurs indépendants, ça me semble, je trouve pas le mot. Bon, je le dirai pas, mais si je le trouve. Tu peux le dire. Ah, mais tu peux nous le dire à la deuxième partie. Restez avec nous dans la deuxième partie du CPP. Nous allons nous poser la question de savoir si le fait que les autorités algériennes n'aient pas invité le pape à la béatification des religieux chrétiens samedi dernier a été fait exprès pour éviter un grand débat sur les années 90 en Algérie. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Nous sommes de retour sur le plateau du Café Presse Politique. Samedi dernier, à Oran, a eu lieu la cérémonie de béatification de 19 religieux chrétiens qui ont été assassinés pendant les années 90. Cet événement de béatification, souhaité depuis très longtemps par la communauté chrétienne algérienne et organisé donc à son initiative, aurait pu littéralement faire de l'Algérie, le temps de la cérémonie, le centre mondial de la fraternité. Et ce, bien sûr, si le pape avait été présent. Sa présence souhaitée par la communauté chrétienne d'Algérie ne l'a pas été par les autorités algériennes. La question que je vous pose donc est pourquoi l'Algérie a-t-elle un peu escamoté un moment qui aurait pu être complètement bénéfique pour elle, diplomatiquement, médiatiquement, en n'invitant pas un pape qui voulait venir en Algérie. Qui c'est qui veut commencer ? Pas moi, parce que je vais dire quelque chose de grave. Il faut dire tu veux dire quelque chose de grave ? Comme ça, on te tombe dessus. L'Algérie, enfin, la logique du régime Hada, dans lequel on est de cacher au maximum l'Algérie à l'opinion internationale. Et donc, mais je connais le pape, je ne le dirai pas, ça n'arrangerait pas les affaires de ce pouvoir. Donc on veut vivre caché en Algérie, on veut soustraire l'Algérie du regard international, se faire oublier, et donc ça explique pourquoi on n'a pas laissé le pape venir. Il aurait été plus intelligent de différer cet événement pour dans 2 ans ou dans 3 ans, si on avait un projet d'image pour l'Algérie. Mais le pape ne pouvait pas venir cette année tout simplement parce qu'il fallait que le chef de l'État le reçoive. C'est aussi bête que ça. C'est protocolaire. Si le pape vient et que le président Bouteflika ne le reçoit pas, on oubliera que le pape est venu, on retiendra uniquement que le président Bouteflika n'a pas été en mesure de le recevoir. Donc ça règle la question. Attention, c'est une invitation à revenir à la première partie du débat. Il faut résister. Non, mais c'est vrai. C'est intéressant parce que c'est aussi simple que ça. C'est plus parce que c'est l'état de santé encore du président et c'est pas parce qu'on ne veut pas parler des années 90. Hein. Pas du tout, non. Moi, je suis d'accord avec lui. C'est parce que le président n'est pas en mesure de le recevoir qu'ils n'ont pas souhaité. Alors que pour les années 90, honnêtement, ça ne gêne pas du tout Bouteflika les années 90. Au contraire, ça a été même son outil vis-à-vis des généraux pour se renforcer. Et donc les années 90 ne sont pas un problème pour Bouteflika. Et même pour l'ensemble du régime aujourd'hui, les années 90, ce n'est pas un problème. Pour te taguer un petit peu quand même. Par contre, pour la société algérienne, oui, c'est quelque chose qui reste là.
Parce qu'on n'a pas verbalisé un traumatisme profond et on a toute une société qui est dans un état de stress post-traumatique que nous ne pouvons pas résoudre et qui permet aussi au régime de continuer à faire ces choses-là, y compris s'amuser avec la Constitution, parce que ça aussi, ça fait partie du trauma que nous vivons. On reviendra sur ça, parce que justement, il y a une comparaison intéressante à faire sur les discours qui ont eu lieu au moment de la béatification. Salim, qu'est-ce que tu as à dire sur cette... escamotage. Je suis tout à fait d'accord avec Saïd, bien sûr. Okay. Alors, le pape s'est donc vu obligé de se contenter d'un message aux personnes présentes à la cérémonie. Il a exprimé son affection pour le peuple algérien qui a connu de grandes souffrances durant la crise dont il a été victime durant la dernière décennie du siècle passé. Cette célébration aide à penser, a-t-il dit, les blessures du passé et crée une dynamique nouvelle de la rencontre et du vivre ensemble. Côté algérien, c'est le ministre des Affaires religieuses qui était présent, même pas Ouiyahia. Et Mohamed Aïssa, lui, il a affirmé que, j'ouvre les guillemets, la béatification aujourd'hui à Oran des 19 religieux chrétiens morts en Algérie s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale et n'est pas une occasion pour ouvrir les plaies, mais une opportunité pour l'avenir et tourner la page sans la déchirer. Donc, allez... on va pas. C'est pour ça que je repose la question, est-ce que même pour le pouvoir, il y a un problème pour parler des années 90? Donc il y a une sorte. Je pense que c'est plus le cas. On a des modèles où des choses, où des événements, disons, graves se sont passés. On a l'ancienne Yougoslavie, on a l'Argentine. Et l'Argentine, c'est un peu plus ancien. Mais le Rwanda, c'est encore plus large. Mais on va parler des pays qui ont essayé de dépasser, qui ont réussi à dépasser ça de manière intéressante. Finalement, les victimes, les gens qui ont été jugés en Argentine, dans l'ex-Yougoslavie, etc., c'est combien? 5, 10? Pas plus. On arrive, dans le cas de crimes massifs ou de crimes de guerre, il y a des moyens de régler le problème. Si ce n'est pas un crime de guerre, si ce n'est pas un crime contre l'humanité, on passe l'éponge. Les lois d'amnistie, etc., sont tout ce qui a été conçu sous le vocable la justice transitionnelle, etc. C'est une manière comme une autre de passer l'éponge. Bonne, pas bonne, correcte comme en Afrique du Sud, moins bonne comme en Algérie. C'est pas important. L'important, c'est qu'on passe à autre chose. Et aujourd'hui, si les années 90 surgissent de manière fracassante en Algérie, il y a quoi? Il y a peut-être 10 personnes qui seront jugées, pas plus. Donc, en fait, aujourd'hui, pour le régime... je termine. Ce qui m'amène à dire que le poids des années 90... En fait, il n'est pas là. Il est ailleurs. C'est les traumatismes sociaux. Et c'est un aspect, moi, qui m'intéresse beaucoup, mais visiblement, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. C'est que les guerres, généralement, débouchent sur des structurations nouvelles de la société et ça permet de faire des choses pour que ça ne se reproduise pas. Nous, on a eu une violence extrême, mais qui a débouché sur des phénomènes de société et des phénomènes politiques qui sont paralysants et qui sont négatifs. C'est ça qui me gêne. Oui, moi je suis assez d'accord pour dire que l'Algérie n'a pas d'image et de projet d'image, donc la visite du pape pour un événement comme ça en 2018 n'est pas quelque chose dont elle peut tirer profit parce que le président de la République ne peut pas le recevoir. Et l'Algérie passe à côté d'autres événements aussi parce qu'elle n'a pas de projet. Enfin, le tout dernier, c'est la possibilité d'accueillir la CAN, la conférence, la Coupe d'Afrique des Nations en juin prochain. L'Algérie a les infrastructures pour le faire. Le projet de la Coupe du Monde en commun, l'Algérie ne réagit pas. C'est aussi un projet, on sort de l'ère biologique des Bouteflika parce que c'est pour 2026-2030. Mais il n'y a pas de projet, on est d'accord. Mais je pense même que si le président Bouteflika était en état, je pense que le projet n'aurait pas eu lieu, que le pape n'aurait pas été reçu. Parce que, et c'est là où je diverge avec mes amis, je pense que l'affaire des années 90, ça reste un repère dans la tête du pouvoir.
et un repère sur lequel il peut pas se permettre de tout faire, même si c'est Bouteflika, qui peut se dire qu'il est à l'aise, qu'il n'a jamais fait disparaître personne, qu'il n'a jamais couvert qui que ce soit, etc. Dans la coalition de pouvoir, je viens de le dire, Béchir Tata, qui est cité par les officiers libres comme étant le principal, bon, on ne sait pas si c'est vrai, hein, mais bon, c'est une gestion collective, le général Toufir, le général Lamari, qui est décédé il y a quelques années, qui était le responsable du contre-espionnage, et évidemment le général Tartar. Voilà, peut-être que c'est l'occasion de lever l'équivoque sur mes amis, entre guillemets, du DRS qu'avait cité Abd la dernière fois. Ce bilan-là, il continue à tenir la gestion globale, même si la pression est retombée relativement. Il ne faut pas perdre de vue que là, on vient de passer le 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, les associations des familles disparues, notamment SOS Disparues, a organisé une activité à l'extérieur. Ils ont été réprimés. Et ils sont toujours en lice à Genève pour faire condamner l'État algérien parce qu'il ne veut pas rendre... il y a les victimes du terrorisme. Il n'y a pas que les SOS Disparus qui travaillent d'ailleurs ensemble. Donc ce dossier-là n'a pas été évacué. Le pouvoir ne peut pas complètement l'évacuer. Et il est vrai qu'à l'occasion d'une commémoration comme celle-là, les moines de Tibhirin, les autres religieux, etc., les nôtres vont dire, voilà, eux, ils reconnaissent l'itinéraire, le sacrifice, le martyr, c'est comme ça qu'on l'appelle, de ces religieux. Et nous avons perdu les nôtres. Quel est le sens de cette disparition ? Et quel est le sens ? Ça a amené quoi à nous, à notre pays, etc., qu'ils soient morts, qu'ils aient disparu, qu'en plus qu'on ne sache pas comment ils sont morts et qui les a tués. Et donc la question reste entière. C'est un événement embarrassant pour le régime algérien et je pense qu'il a délibérément choisi de l'escamoter. Oui, c'est... D'abord, il y a un mot que je réfute, c'est le mot ami. Quand Hassan dit « je ne suis pas d'accord avec mes amis », donc je réfute le mot ami. On va la garder pour le montage. Encore une fois, c'est une lecture de l'attitude des gens à travers son propre prisme. Bouteflika, en bonne santé, aurait ramené le pape et il aurait ramené Obama s'il l'avait pu. Très probable. Juste pour la photo. Obama n'est plus président. Pour la photo, pour l'histoire, il est dans une logique qui est totalement différente. Les années 90, il a balayé ça avec la loi avec le référendum sur la réconciliation nationale, qui, contrairement à ce qu'on dit, il offre un cadre juridique assez solide pour cette époque-là. Il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, pour poursuivre des gens auteurs de faits condamnables pendant les années 90, il faut documenter des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Personne n'est en mesure de le faire en Algérie. Donc le problème est réglé. Les exécutions extrajudiciaires, les disparitions, etc., il faut les documenter de manière suffisamment étayée pour en faire un crime de guerre. Personne n'est en mesure de le faire. Donc la page est pliée. C'est très étayé. Pourquoi ils répriment les familles de disparus alors ? Ça, c'est l'ADN du régime. C'est un autre volet. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que, contrairement à ce que dit Hassan, il y a très peu de pression sur le régime, sur le dossier des années 90. Il y a eu au milieu des années 90, etc., mais aujourd'hui, non. Par contre, il y a un usage que le régime en fait, c'est de nous rappeler les affres des années 90 si on souhaite une démocratie sérieuse. Donc il crée cette association entre démocratisation et basculement dans la violence. Ça, régulièrement, il nous le rappelle. Et d'ailleurs, la lettre de Bouteflika lue par le secrétaire général était totalement centrée sur ça. Nous rappeler les affres des années 90. Et c'est le seul usage qu'en fait le régime actuellement. Il n'y a pas autre chose. C'est pour ça que ça reste pour la société algérienne quelque chose de lourd, mais pas pour le régime. Oh non, mais c'est la deuxième fois et je suis tout à fait d'accord. Donc, absolument, il a absolument raison. C'est l'épisode de 90, toutes ces années-là, je pense que pour le régime, c'est plié. Ils ont réglé juridiquement le problème.
Voilà, et donc... Il n'y a plus de malaise sur ça. Je pense, non, pour moi, il n'y a plus de malaise, et même la communauté internationale n'a plus les moyens de les tenir avec ça comme cela. C'est comme tout ce qu'il y a eu. Nuzar a eu des problèmes parce qu'il allait régler son problème de tabac. Et voilà, et ça s'est résolu. Mais au plan de la communauté internationale, comme il dit, il n'y a rien. On aura tous les 5 ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, un colonel ou un général qui sera inquiété pendant un voyage touristique ou médical ou pour ce soir. Ça fera un peu une des journaux pendant un jour ou deux et puis on va oublier. Ça ne pèse plus. Ce qui pèse aujourd'hui, c'est différent et ça pèse de manière différente d'ailleurs sur les gens, on va dire au sein du pouvoir. Les gens qui sont en train de régler le passif, qui sont en train de régler, le président Bouteflika est devenu un boulet pour ce pouvoir, pour le pays et aussi pour le pouvoir. Il y a les gens qui gèrent cette fin de règne et à côté, il y a ceux qui se préparent pour l'étape suivante. Oui. Et on a souvent de la difficulté à démêler les uns des autres parce que les actions des uns et des autres, parfois, elles s'entremêlent, elles se croisent, elles se passent sur le même terrain. Au sein du FLN, tu as Ould Abbas, tu as Belkhadem, tu as, comment il s'appelle, Mouad Bouchareb. Ils sont dans des séquences qui sont totalement différentes. Ils sont obligés de cohabiter, donc il faut juste différencier dans quelle séquence se trouve l'un, dans quelle séquence se trouve l'autre. Ça close. Bon, c'est Abed qui a le mot de la fin. C'est la fin du Café Presse Politique. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les invités. Merci à Soumaya Ferkali, la réalisatrice, et à Nabil Allawa, qui est chargé de l'image. À la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.